Rebonjour. Donc, pour les gens qui sont revenus dans cette salle-ci, femmes et lieux décisionnels est le thème. Donc, c'est le deuxième panel qu'on a après dîner, l'autre étant les FEA, les suites. Donc, moi, je vais avoir la tâche légère de simplement présenter Mme Marie-France Poulin, qui a déjà été présentée. Caroline, tantôt, a brûlé une bonne partie du punch. Fait que moi, je vais aller, m'a résumé ça bien court. Elle a terminé en administration à l'Université Laval. Elle s'est investie dans Maax, une entreprise qui est devenue énorme. Et j'interprète, là, quand ils ont vendu Maax, il fallait qu'elle se trouve autres activités. Et depuis ce temps-là, elle a été sur des conseils d'administration d'Hydro-Québec, de la Banque Laurentienne, d'une filiale de l'Industrielle Alliance, présidente du Port de Québec, présidente du Conseil de l'Université Laval, présidente du WINE. Donc, on ne pouvait pas trouver la meilleure personne pour parler de conseil d'administration avec nos gens. Donc, Marie-France, si tu veux y aller. Alors, merci beaucoup, Clément. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir cet après-midi. On souhaite vivement que notre atelier soit certainement aussi intéressant que celui de ce midi. Et chose dont je suis certaine, c'est que j'ai une brochette de panélistes certainement à la même hauteur de ce qu'on avait ce midi. Alors, et en plus, nous, on a un petit côté masculin. Alors, dans un premier temps, un peu comment la formule, comment ça va fonctionner. Alors, je vais vous présenter nos invités. On a quelques questions pour eux. Alors, on va aller différents côtés en ce qui a trait lieu et décision pour les dames. Et également, on s'est réservé une bonne période de questions pour vous. Alors, si vous avez des questions pour ces gens-là, des points qui vous intéressent, vous aimeriez creuser quelque chose, alors certainement qu'on va vous donner l'opportunité. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par Madame. Alors, Maryse Lassonde, qui est directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec. Alors, Madame Lassonde a été d'abord professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis à l'Université de Montréal. Madame Lassonde a obtenu un BSc en psychologie de l'Université de Montréal, un PhD en neuropsychologie à l'Université Stanford de Californie. Elle a édité 7 livres, rédigé plus de 300 articles à chapitre scientifique. Elle a reçu plusieurs honneurs et prix. Elle est ainsi fellow de la Société canadienne de psychologie, de l'Académie canadienne des sciences de la santé et de la Société royale du Canada. Et je m'arrête ici parce qu'il y a encore plein de choses. Je vous présente également M. Alban Damour, ex-président du mouvement Desjardins. M. Damour a obtenu sa maîtrise en économique de l'Université Laval et complété ses études de doctorat en sciences économiques à l'Université du Minnesota, professeur à l'Université de Sherbrooke pendant 11 ans, sous-ministre au ministère du Revenu du Québec et sous-ministre associé au ministère de l'Énergie, membre de la haute direction du mouvement Desjardins en 1988, et il a été élu président et chef de la direction du mouvement en 2000 et réélu en 2004. Aujourd'hui, il est administrateur de nombreuses sociétés privées et publiques. Il est bénévole pour de nombreuses causes dont il soutient la mission. Alors, merci, M. Damour, d'être avec nous. M. Charret. M. Charret, président et chef de la direction d'Industrielle Alliance. M. Charret, poste qu'il occupe depuis mai 2000. Il était auparavant vice-président exécutif et chef de l'exploitation depuis 1996 et a accédé au poste de président et chef de l'exploitation au printemps 1999. M. Charret entreprend sa carrière à l'Industrielle Alliance dès la fin de ses études en sciences actuarielles de l'Université Laval. Il a occupé de nombreux postes dans les secteurs de l'actuariat, de l'administration et du marketing, ça je ne savais pas, avant de devenir actuaire en chef de 1992 à 1996. Au sein du groupe Industrielle Alliance, M. Charret siège au conseil de plusieurs de ses filiales. Il siège également au conseil d'administration de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes
Et M. Charest, vous le savez tous, est aussi très actif auprès des organismes humanitaires de la région. Il supporte, entre autres, Centraide Québec. M. Nadeau, bienvenue. M. Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Alors, M. Nadeau est directeur général de l'Institut. Il a, après, bien sûr, avoir travaillé pendant plusieurs années, soit 10 ans, au Devoir en tant qu'éditorialiste et responsable des pages financières. Il a occupé, durant près de 20 ans, différentes fonctions à la haute direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il a participé à la formulation des premières politiques de placement pour les déposants. Il fut responsable sur la supervision des grands portefeuilles d'actions et d'obligations de la Caisse, tout en siégeant sur tous les comités d'investissement dans les placements privés immobiliers. Il fut enfin nommé, en 2001, président de CDP Capital, l'entreprise qui regroupait plus de 100 milliards d'actifs. Il est membre de différents conseils d'administration de sociétés privées et d'organismes sans but lucratif. Alors, à vous tous, bienvenue. Alors, sans plus tarder, à chacun d'eux, on va poser une petite question pour se réchauffer bien comme il faut. Alors, je débuterai avec M. Charest, tiens. M. Charest, tout à l'heure, on a vu dans la salle, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Alors, quelles sont les raisons de votre implication pour une meilleure représentation des genres dans les lieux décisionnels? Pourquoi? Alors, il y en a deux. La première, c'est que j'ai fait partie du comité du gouvernement Charest qui voulait avoir la parité dans les sociétés de la couronne publique. Alors, on était 6 hommes, 6 femmes. Ça m'a amené à lire énormément sur la question de la parité. Et le deuxième élément, c'est que l'Industrielle Alliance a participé à une étude de Hélène Nigosselin sur la promotion des femmes dans l'entreprise. On était 3 organisations dans la région de Québec. Puis, d'ailleurs, quand les résultats ont été présentés à l'Université Laval, il y avait environ 80 personnes, dont 2 hommes, le VP des ressources humaines de l'Industrielle Alliance et moi-même. Alors, la question bien simple, après avoir lu tout ça, c'est de dire, est-ce que le temps seul va arranger les choses? Et moi, j'ai répondu non. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser au sujet pour faire changer les choses à l'Industrielle Alliance. Super. Vous allez nous en dire plus un petit tout à l'heure. Monsieur Nadeau, 20 des administrateurs des plus grandes entreprises québécoises sont des femmes. On a entendu ça tout à l'heure. Contre 14 en 2007. Les fonctions clés au sein des conseils d'administration sont très largement occupées par des hommes. On le sait tous. Cependant, le nombre de femmes administratrices augmente selon la taille de l'entreprise. Mais à cette vitesse, on atteindra peut-être la parité. Moi, je dis 50 ans. Et vous, qu'en pensez-vous? Bien, nous, on a fait les calculs. C'est dans 22 ans qu'on pourrait avoir 40 pas la parité, 40 40 Notre objectif à l'Institut sur la gouvernance, c'est d'avoir 40 pour chacun des 2 sexes. Là. On ne chicanera pas pour la parité exacte, là, mais 40 pour chacun des 2 sexes, transgenre, le reste, je ne sais pas. Mais là, on a fait les calculs. Le grand problème, c'est que la gouvernance ne bouge pas vite. Sur un conseil d'administration, il y a un départ par année. Donc, si on dit on nomme sur 2 départs, on nomme au moins une femme, 50 pour le remplaçant, ça va arriver dans 22 ans. Puis ça, une femme sur 2 administrateurs, là, c'est quand même assez... c'est 50 par rapport à 20 Donc, c'est tout ça pour dire qu'il faudrait, je pense, secouer le cocotier. Il y a du bois mort mâle et qu'il faudrait peut-être brasser un peu. Et là, parce que si on veut atteindre un objectif, on le fait dans les sociétés d'État. Nos sociétés d'État ne marchent pas mieux, pas plus mal qu'auparavant, et la parité est atteinte. Donc, d'autres pays l'ont fait, on le sait. Alors, moi, je crois que c'est possible de faire évoluer les choses, mais comme ils vont, je pense que le temps, ce n'est plus... Il y a un objectif de 30 là, à 2020 pour certains,
Mais je pense qu'il faudrait des mesures un petit peu plus robustes pour arriver à s'approcher d'une réalité qui me paraît évidente, que les femmes composent la moitié de la société et qu'elles occupent la moitié des sièges au Conseil. Alors, M. Nadeau, tantôt, vous allez nous aider à secouer le cocotier. On va y aller. Parfait, parfait. Madame Lassonde, en plus d'être sous-représentée, parce que vous avez compris que Madame Lassonde œuvre dans un milieu plutôt masculin, hein? Alors, en plus d'être sous-représentées, les administratrices se retrouvent souvent dans des domaines d'activité associés au rôle traditionnellement féminin, comme le secteur des services, 23 % en 2013, tandis que les secteurs considérés comme masculins se montrent plus fermés à la représentation féminine dans les conseils d'administration. Vous-même évoluez dans un secteur non traditionnel pour les femmes, celui des sciences. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? J'en pense qu'il y a plus qu'un cocotier à vraiment faire passer, parce que j'ai entendu ce midi d'excellentes présentations. Les gens disaient aussi, ben moi, mes filles sont à l'université, puis là, les filles, ça va très bien, il y en a beaucoup plus en médecine et tout ça que les garçons. La réalité, c'est que quand vous avancez dans les carrières universitaires, les femmes ne sont pas là. Et les femmes ne sont pas là non plus en sciences naturelles et en génie. Et c'est un gros problème. Au Royaume-Uni, ils ont calculé que parce qu'on n'a pas assez, les femmes ne sont pas assez impliquées en sciences naturelles et en génie, ils perdent des milliards de dollars. Donc, il y a un impact aussi, là, vraiment, sur l'économie. Et ça, c'est quand même quelque chose à essayer de changer. Mais je vais vous dire, il y a des préjugés terribles, autant de la part des femmes que des hommes. Puis, si vous me permettez une petite anecdote. Absolument. Il y a une étude qui a été faite, ils ont envoyé... ils ont envoyé un CV, 2 CV en fait, un CV d'homme puis un CV de femme, pareil. Ils ont envoyé ça à plusieurs professeurs dans plusieurs départements universitaires américains. Et ils appliquaient pour devenir directeur de labo. Bien, 70% des gens ont choisi l'homme parce qu'il était plus compétent, il montrait plus de leadership. Et en plus, il lui donnait 6 000 $ de plus comme salaire initial. Mais ça, écoutez bien, c'était fait pas seulement par les hommes, les femmes aussi ont choisi les hommes. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on a un biais là, terriblement subjectif, la présence des femmes dans certains domaines, que ce soit les sciences, les finances ou autres. Alors, c'est profond, c'est profond. Ah oui. Oh! Alors, Monsieur Damour, je crois que ça vous brûle les lèvres. Hein? Vous avez fait partie de plusieurs organisations, on en a parlé tout à l'heure. Diriez-vous que c'est facile de recruter des femmes autour d'une table décisionnelle? Puis comment on s'y prend pour en recruter? C'est pas facile. Parce qu'on a finalement, depuis de nombreuses années, cet enjeu de la présence des femmes à des postes décisionnels. Il y a, je disais, plusieurs années, ce n'était pas véritablement un enjeu. C'en est devenu un. Et on a compris pourquoi. Pourquoi nous avons besoin plus de diversité sur nos conseils d'administration. Pourquoi nos organismes démocratiques ont besoin de faire élire plus de femmes. Et comment lever les obstacles. D'abord, moi, j'ai compris très rapidement quels étaient les avantages de la parité et les désavantages de la non-parité. Quels sont-ils? J'ai une famille et je suis minoritaire. 2 filles, une conjointe et un homme. Alors, plusieurs de nos décisions familiales, on les prenait au vote. J'ai toujours perdu. Alors, j'ai compris que la diversité était nécessaire dans une organisation familiale ou autre. Alors, au-delà de la badinerie, je pense que c'est un problème dont la solution ne viendra qu'à long terme, avec persévérance. Quand j'ai été élu président du Mouvement Desjardins, un des premiers gestes que j'ai posés, et ça, à l'avis contraire de mon entourage, de mon équipe, alors je leur ai dit à un comité de direction, il n'y a pas assez de femmes sur les conseils d'administration de caisse et à la fédération. Alors, comment s'y prendre? Donc, j'ai dit, le geste que je veux poser, je vais écrire à tous les hommes et femmes qui siègent sur les conseils d'administration et je vais leur dire clairement que nous avons besoin de plus de femmes à des conseils d'administration et j'invite les hommes
à y travailler. Et s'il le faut, à laisser leur place, à faire la promotion de la femme sur les conseils d'administration pour plus de diversité. Et les avantages de la diversité sont évidents. On est fait différents, les hommes et les femmes. On a des visions différentes de la vie. Bien sûr, on se rejoint toujours, mais il reste que la contribution que la diversité apporte, elle est évidente. Mes collègues ont eu une réaction immédiate. Alban ne fait pas ça. Comme premier geste, comme président, tu vas te faire couper la tête. Tu ne peux pas faire ça. Là. Tu vas choquer les hommes qui siègent là depuis des années. Je dis, non, je vais porter l'odieux de la chose, j'écris. Et ça a donné lieu à un premier colloque de femmes. On a réuni toutes les femmes dirigeantes de Desjardins dans un premier colloque à Drummondville. On a réuni je ne sais pas combien de femmes, 200 femmes. Micheline Paradis est ma mémoire pour ça. Et à partir de ce moment-là, on a bien sûr donné, il y avait des organisations de femmes dans Desjardins, il y avait Partenaires entre elles que Micheline Paradis avait créé quelques années auparavant, mais cette façon de faire a donné des ailes à l'organisation. Imaginez que pendant les 8 ans où j'étais président, j'ai été challengé à chaque année par Partenaires entre elles, parce qu'elles tenaient une rencontre à chaque année à nos assemblées générales, et j'avais pris l'engagement d'y être et de répondre aux questions, et puis et bien sûr de faire le tour de cette question, d'identifier les obstacles, les enjeux et comment s'y prendre. Alors, mais j'ai réalisé que la parité ne s'obtiendra que si la direction, les dirigeants politiques, les dirigeants d'entreprise sont convaincus de la nécessité de la parité et des bienfaits de la diversité à des lieux de pouvoir. Et faire sortir les gens de leur zone de confort. Exact. Si la direction des entreprises ou de nos gouvernements n'est pas convaincue, on n'avancera pas. Yvon, tu es convaincu, toi? Comment ça se passe chez Industriel Alliance? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Comment tu trouves, les filles? Justement, c'est ça le point d'Alban. Alban t'a convaincu. Comment tu fais pour convaincre la haute direction? Alors, nous autres, on a décidé qu'on allait commencer par la haute direction. On est allé chercher quelqu'un de solide qui fait la promotion des femmes depuis 25 ans. On l'a assis une demi-journée de temps avec toute la haute direction de la compagnie. Parce que si tout ce que vous faites dans nos organisations, c'est un club de femmes, ils vont être plus compétentes, mais si tu ne changes pas le système en haut, plus compétentes et plus frustrées parce qu'ils vont vouloir encore plus. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé, puis dans le fond, il y a des données super intéressantes. La première, c'est que faut réaliser qu'on a des biais inconscients. Les raisons pour lesquelles nous, on a grandi et on est dans la haute direction, ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de faire partie de la haute direction. Alors, aux États-Unis, il y a un sondage qui a été fait auprès de 300 organismes qui leur demandaient là, aux gens des ressources humaines de la haute direction, c'est quoi la définition d'un cadre supérieur? Bien, c'est quelqu'un qui aime régler des problèmes, qui prend des décisions, qui est action-oriented. Veut pas, c'est un peu plus des comportements masculins que féminins. Alors, des fois, les femmes, ils regardent ça et ils disent, mon Dieu, s'il avait pris une journée de plus, la décision aurait été pas mal meilleure. Fait qu'il faut qu'il y ait un wow moment. Il faut que chaque personne réalise ça. Il faut que les gens de la haute direction réalisent que c'est pas parce que quelqu'un affiche son assurance qu'il est plus compétent. En moyenne, les hommes affichent plus leurs assurances. C'est pas parce que tu fais des demandes plus audacieuses que tu es plus compétent. Parce que les hommes, en moyenne, font plus des demandes audacieuses. Fait que la première chose qu'on a faite, c'est de s'assurer que la haute direction, ils réalisaient qu'ils faisaient partie du problème, qu'eux autres mêmes avaient des biais. Puis, quand on dit prendre des décisions rapides, là, il y en a un qui me dit en dedans d'une semaine, ils vont, j'ai 3 noms, on les nomme VP puis c'est réglé. Alors ça, c'est ce que j'appelle là, typiquement masculin, hein? Action-oriented pour prendre une décision. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a fait un comité avec des cadres intermédiaires et des cadres supérieurs. Parce que individuellement, il n'y a aucune femme qui veut un quota. Parce qu'individuellement, il n'y a personne qui veut dire « j'ai été nommé à cause d'un quota ». Fait que c'est comme si tu dis que nous, la haute direction, on est mieux d'avoir des objectifs, mais pas nécessairement les partager. Il y a des choses qu'on fait, mais les chiffres, on les garde pour nous, même si on veut être transparent. Mais la troisième chose qu'on a faite, on a fait un sondage auprès de 5 000 employés. Il y en a 4 200 qui ont répondu. Il y avait 55 questions, dont 15 qui étaient sur hommes-femmes.
Puis ça nous a permis de voir, il était où le problème. Puis le problème, il était pas mal plus petit qu'on pensait. Il était de passer de cadre intermédiaire à cadre supérieur. Le reste, quand on pose la question aux employés, veux-tu que ton fils travaille pour l'Industrielle Alliance, puis veux-tu que ta fille travaille pour l'Industrielle Alliance? Bien, si les pourcentages avaient été différents, on aurait dit, là, on a un gros problème. On a un problème de respect, on a un problème de valeur. Les deux ont tombé pile à 83 %. Alors, nous, on savait ce qu'il fallait faire, c'est de trouver une façon de passer de cadre intermédiaire à cadre supérieur. On a pris la décision d'afficher des postes de VP. On a pris la décision d'aller voir les femmes, parce qu'on a appris dans notre comité intelligent que même si on l'affiche, la culture des gens, c'était de dire, même si c'est affiché, si on n'a pas cogné à ta porte, de dire, tu peux mettre ton nom, les gens ne mettront pas leur candidature. Ils pensaient que la culture, fallait que tu poses ta candidature seulement quand on te disait de le faire. Et on s'est assuré que dans notre système de choix des VP, qu'on ait du monde autour de la table pour s'assurer qu'entre nous, on se dit « Hey, on est-tu en train d'avoir un biais là, sur quels critères on choisit un individu? » Et ça, honnêtement, ça a été une super belle mesure qui a fait en sorte que les gens dans la haute direction de la compagnie, bien là, on est rendu à 25 %. Fait qu'on a fait un premier pas. Félicitations. Puis c'est vrai ce que vous dites, Yvon. Souvent, les femmes, on a tendance à ce qu'on nous découvre. Alors, nous, on est un trésor et on va nous découvrir. Tu sais, l'organisation fait des efforts et nous aussi, il faut faire des efforts. Madame Lassonde, ça peut aller loin, l'inconscient. Hein? Vous avez mentionné, puis vous aviez une petite anecdote sur des études particulièrement. Je vous laisse raconter ça. C'est assez... Oui. Bien, l'importance d'avoir des femmes en sciences, ça nous touche tous. Je vais vous raconter, par exemple, des Suédoises, des ingénieurs qui ont pu voir qu'il y avait 50 % de plus d'entorses cervicales durant les accidents chez les femmes. Ils se sont posé la question, mais pourquoi? Mais parce que tous les essais sont faits avec des mannequins hommes, pas avec des mannequins femmes. Donc, les appuis-textes, ça ne correspond pas du tout aux bonnes dimensions. La semaine passée, en Europe, ils ont réalisé que tous les tests de sécurité des autos, accident frontal, latéral ou autre, c'est fait avec un mannequin qui est dans la moyenne de poids et de taille homme. On n'est pas en sécurité du tout dans nos autos. Vraiment pas. Toutes les études qui ont été faites en pharmacologie prenaient juste des rats mâles. 80 % au moins, peut-être 90 % c'est des rats mâles. Ils font des essais d'un médicament. Après ça, ils font les études cliniques. Avez-vous vu les annonces pour les études cliniques? On demande des hommes en bonne santé de 18 à 45 ans. Bien, ça ne marche pas, les médicaments, chez nous, parfois. On donne de l'aspirine pour les gens qui ont eu des problèmes cardiaques. On donne ça aux hommes et aux femmes. Ça ne marche pas chez la femme, qui continue de donner quand même l'aspirine. Alors, voyez-vous, il y a plein de biais comme ça parce qu'on n'a pas de femmes dans les sciences. Voilà. Alors, les lieux décisionnels, ce n'est pas seulement les conseils d'administration, c'est à bien des endroits dans nos organisations. Monsieur Nadeau, votre organisation, le GIP, a fait plusieurs études. Vous êtes arrivé avec plusieurs constats intéressants et sur l'accession des femmes au poste de direction. Pouvez-vous nous partager quelles sont les grandes conclusions? Qu'est-ce que le GIP... quelles sont ces conclusions qui pourraient stimuler nos dames? Bien, je pense que d'abord, ça prend une volonté. S'il n'y a pas une volonté de 2-3 membres importants du conseil d'administration, là, dire on va avoir plus de femmes. Si tu laisses ça à peu près flou, là, c'est juste une hypothèse théorique là, ou un partage, un objectif à long terme et prendre du temps en étant patient, comme dit Alban. Non, il ne faut pas faire ça. Moi, je pense qu'il faut une volonté d'urgence. Là. Une volonté d'urgence, il faut agir rapidement. Il faut agir rapidement, pas panique, là, mais il faut qu'il y ait une volonté. Et à ce moment-là, on se donne des objectifs. Et là, on va souvent... c'est peut-être bon d'avoir recours à des sources externes. Parce qu'évidemment, les 3 membres masculins ici, on fréquente des gars, on est tous à peu près dans la soixantaine, on est tous le même type, on est de race blanche, il n'y a pas grande minorité visible là-dedans. Alors, donc, on est tous à peu près pareils, là, situés
acceptable. Mais ça, non, il faut changer ça, parce que moi, mes amis sont comme des gens de soixantaine, de race blanche, judéo-chrétiens, puis tout ça. Non, il faut avoir recours en donnant une commande très claire là, pour dire on veut avoir une directive que ça prend plus de femmes. Et là, ça aussi la divulgation. Là, actuellement, l'Ontario Securities Commission demande à chaque compagnie de s'expliquer sur l'avancement des femmes, des minorités, dans leur rapport annuel. Bon, là, on va dire qu'on fait des efforts. Puis quand ils en trouvent une, ils sont bien fiers de l'annoncer. Là. Mais je pense qu'il y a une contrainte de divulgation. Il faut un petit peu forcer la machine. Il ne faut pas décréter l'an prochain, là, c'est 40 %, mais il y a des organismes qui parlent de 30 % dans 5 ans. Là. Moi, je pense que si on laisse aller les choses naturellement, avec la patience, le temps, ça ne va pas aller vite. Aux 22 ans, on va les compter. Donc, ça prend des mesures d'accélération, de forcer un petit peu la main pour aller chercher. Il existe beaucoup d'administratrices compétentes au Québec. La question de la langue, la compétence, là, ça. Puis, évidemment, il faudra parler de l'obligation que ça comporte les femmes à ce moment-là aussi. Quand tu es francophone, c'est un conseil d'anglophone, il faut que tu sois 2 fois plus brillant. Hein. Vous le savez sans doute, là, une francophone, c'est un organisme pan-canadien, là, il faut que tu sois 2 fois plus brillant que tes collègues anglophones. Alors, donc, c'est la même chose. On reviendra là-dessus pour les femmes. Mais il est important, je pense, qu'il y ait une volonté réelle des dirigeants du Conseil de changer les choses, d'utiliser des sources externes pour augmenter le bassin de candidates possibles sur des comités, puis tout ça. Essayer de préparer une relève. Puis, encore une fois, je pense qu'on va découvrir que ça marche très bien. Et peut-être accélérer un petit peu le secouage du cocotier, là, pour que le départ départ par année, peut-être en mettre 2, un bout de temps, là. Puis, je pense pas que ça fasse beaucoup de... Les membres poteries, là, qui servent surtout de décoration ornementale, je pense qu'on pourrait en changer un peu plus. On va voir comment vous secouez le cocotier. Je vais vous demander à chacun, là, parce qu'on a eu un aperçu ce midi, les dames se positionnaient pour ou contre la parité, ou est-ce qu'on doit légiférer, encourager ou rien faire? Alors, peut-être en rafale, M. Damour. Ben ouais, mais d'abord, il vient de me secouer pas mal. Ah, il vous a secoué. Ben oui. Vous êtes fait secouer le cocotier, là. Il me dit que je ne suis pas d'accord avec Alban, ça va prendre du temps. Le temps, c'est la période qui va donner les résultats. Je reviens à l'exemple de Desjardins. Lorsque j'ai lancé cet appel aux hommes et aux femmes, les femmes siégeaient, étaient de l'ordre de 27 % au conseil d'administration. Après 8 ans, on avait augmenté ça à plus de 33 %, 33,5 %. Et après 8 ans additionnels, on est rendu à 40 %. Il y a une progression, on est passé de 27 à 40 % sur 16 ans. 16 ans, là, c'est quand même un moyen terme. C'est mieux que mon 50 ans. Mais il y a des résultats qui sont rendus à 40 %. C'est supérieur à tout ce qu'on voit dans toutes les entreprises au Québec. Alors donc, on investit, on a pris des mesures concrètes et ça donne des résultats. Au niveau des cadres, dans les jardins, qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? On a créé des bassins. On s'est donné un plan de relève. Encore aujourd'hui, Marie-Huguette Cormier soulignait le fait qu'avoir un plan de relève permet d'identifier des femmes qui veulent, qui ont les compétences, et puis on peut les soutenir. On peut imaginer des comités, bien sûr, d'évaluation, où on retrouve des femmes et qui peuvent porter le regard correct sur les candidatures. Donc, on a multiplié des gestes comme ça et ça a donné des résultats. Alors, ce que je dis, c'est que ça dépend de la direction, mais ça dépend aussi de l'éducation, des formations que l'on diffuse dans nos organisations. Il faut tous se convaincre de l'utilité, de la nécessité de la parité pour tirer bienfait de la diversité. Alors, dans ce sens-là, tu marches rapidement, tu pédales, mais tu vois les résultats. Ils ne peuvent pas. Tu le disais toi-même tout à l'heure, pour amener une femme sur un conseil d'administration, chaque année, on remplace une personne. Bien, et puis tu as dit quoi? 2000, quand est-ce qu'on va avoir la parité sur les conseils? Dans 22 ans. Dans 22 ans. 40 % On est à 40 % des jardins sur 16 ans. Alors donc, il y a des méthodes qui fonctionnent.
Est-ce qu'on va imposer des quotas? Qu'est-ce que c'est votre position, hein, Rafal, là? On impose des quotas ou pas? Moi, je pense qu'il faut se donner des moyens d'organiser ou d'amener plus de femmes à se porter candidates à des postes de direction ou à des postes électifs. Est-ce que c'est des quotas? Est-ce que c'est des lois? Le gouvernement a adopté des lois. Ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats. Forcément que ça va donner des résultats. Forcément. Là, ça titille ici. Ouais, moi, Monsieur Charest, je compte les quotas pour deux raisons. La première, c'est que le quota, ça va empêcher le développement de la culture. En Norvège, ils l'ont atteint, leur 40 %. C'est 40,5 %. Je suis prêt à gager que n'importe qui, ça ne dépassera jamais 45 % dans les 30 prochaines années. Puis la deuxième raison pour laquelle je compte les quotas, c'est que je pense aujourd'hui, il y a un mouvement. Nous autres, on a 4 femmes sur 14, 28 %. Mais un jour, on apprend qu'on va en perdre 2. C'est la panique. Tu ne peux pas reculer. Faut que tu trouves 2 femmes. Comprends-tu? Fait qu'au moins, la culture ici au Canada est telle que c'est impossible de reculer. Ceci étant dit, moi, je dis, parce que tout notre système politique, on veut tout avoir des quick wins. Des quick wins, c'est ces conseils d'administration. Mais les gens ici, leur intérêt, c'est bien plus comment je fais progresser d'une compagnie. Puis si on réussit à faire progresser les femmes dans les organisations, le conseil d'administration, ça va être un train qui va être inéluctable, puis il ne sera pas arrêtable. C'est pour ça que moi, j'aime mieux travailler sur le moyen terme dans la direction, plutôt que de faire un enjeu et un blocage à la culture, que les administrateurs eux-mêmes vont prendre ça à reculons. Puis quand moi, je vais aller voir mon conseil d'administration pour faire la promotion des femmes, ils vont dire « un instant ». Là, on a les problèmes. Wow, on va faire une étape à la fois. On se bat contre notre CA, puis après ça, on ira te voir. C'est pour ça que moi, je compte. Madame Lassonde? Bien, écoutez, moi, je viens d'un milieu maintenant gouvernemental, puis le quota, je veux dire, on est obligé d'avoir 50-50 sur nos conseils d'administration. Ça marche très bien. C'est pas difficile. Il y a des femmes extraordinaires qui sont toutes là, puis on va les chercher. Ils sont formidables sur notre conseil d'administration. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne approche. Puis c'est pas dur remplir nos CA avec d'excellentes personnes. Puis pendant que tu as rempli le sien, moi, j'en ai perdu 2 l'année passée. Michel! Bien, moi, on a fait une étude avec Spencer Stuart sur les 50 plus grandes entreprises québécoises. Mon problème, c'est qu'il y en a 16 qui ont 0 ou une seule femme. Alors, une seule femme, ça, c'est très dur, la pression sur elle. Donc, 0 et 16. Jusqu'à tout récemment, Rittmans, 90 % des ventes de Rittmans, c'est fait à des femmes. Il n'y avait aucune femme. Là, il y en a nommé une depuis 1 an, parce que j'ai tellement gueulé dans les médias, là, ils se sont dit, on va le faire taire. Mais l'objectif, moi, je pense que les entreprises qui collaborent peu, bien, en tout cas, moi, je les nommerais. Puis il y en a plusieurs là, que j'ai envie que je me retienne là, parce qu'on n'a pas de temps. Mais je pense qu'il faut accélérer le processus. Je suis d'accord avec Yvon que peut-être des quotas, 40-50 % dans 5 ans, c'est trop. Mais à un moment donné, il faut que ça bouge. Si on disait 25 % dans 5 ans, par exemple, ou dans 3 ans, là. Au moins bouger un peu. Là. Mais il faut faire bouger parce que là, on est très, très loin. Très loin. Il y a des entreprises minimum. Récalcitrantes, là, Goodfellow dans le bois, là, je vous assure qu'un secteur qu'on connaît bien, il n'y a pas beaucoup. Non, il faut se donner une méthode, c'est sûr. Quelle que soit la méthode, il faut qu'elle nous amène à avoir plus de candidatures de femmes. Par exemple, au niveau politique, lorsqu'on fait des mises en candidature dans les comtés, si on obligeait les partis à se donner l'obligation d'avoir autant de candidatures femmes et hommes, puis là, on laisse la démocratie fonctionner. Okay? Puis les compétences sont reconnues à travers notre approche démocratique. Là, tu nommes des femmes, le truc, tu nommes des femmes dans des comtés que tu sais que tu vas perdre, voyons. Hey. Tu l'as, alors là. Ouais, je vous amène, parce que c'est intéressant, mais il faut les trouver, ces femmes-là. Alors, Yvon, comment on les trouve, les femmes? C'est-tu le réseautage? On a parlé de réseautage. C'est-tu la façon? 2 choses. 1, on utilise un chasseur de tête systématique pour être certain que ce n'est pas le réseautage de 2-3 personnes au comité des ressources humaines du conseil d'administration. Puis la deuxième chose, honnêtement, les femmes sont de plus en plus proactives pour se prendre en main. On va probablement monter à une 5e femme prochainement au CA. Puis c'est arrivé d'une haute dirigeante d'une compagnie québécoise qui m'a dit « Yvon,
Si tu te cherches une femme, voici telle personne qui vient d'arriver au Québec pour toutes sortes de raisons. Son permis de travail est tel que ce n'est pas compatible, mais ça sera une administratrice extraordinaire. Fait que je pense que les femmes se prennent de plus en plus en main pour faire la promotion de leurs collègues. Mais moi, le numéro 1, c'est chasseur de tête. Madame Lassonde, pour faire leur promotion, les femmes, il y a d'autres moyens. Vous m'en nommiez tout à l'heure. Bien, il faut aller les chercher. C'est-à-dire pour les CA, à la rigueur, les CA au niveau gouvernemental, on va chercher les hommes et les femmes. Et souvent, moi, j'ai reçu des appels d'hommes qui me disaient, bien là, la prochaine fois, on aimerait ça être là. J'ai jamais reçu un appel d'une femme, là. Mais la même chose au niveau des prix. Les femmes ne se présentent pas dans les prix. Dans mon fonds, par exemple, on a un prix scientifique par année. On a fait ça avec les universités. J'ai reçu 18 nominations. Toutes les universités de la province de Québec, bien, il y avait 18 hommes. Alors, j'ai dit à mon CA, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait faire une année juste des femmes. C'est les femmes du CA qui étaient contre. Ils m'ont dit, non, on ne fait pas ça. Après ça, on a ouvert ça au collège. Au collège, c'est plus jeune. On a reçu 12 nominations, 12 hommes. Puis ça, on voit ça partout. Je le vois à l'Ordre du Québec aussi. Les femmes ne se présentent pas. Puis quand je dis à une femme, pourquoi tu ne te présentes pas à l'Ordre du Québec? Oh, je n'ai pas de capacité. Je ne suis vraiment pas assez bonne. Tandis que les hommes, eux, se présentent. Si vous regardez dans tous les ordres honorifiques, que ce soit à l'Ordre du Canada, à l'Ordre du Québec, c'est 22 % de femmes qui se présentent, qui sont présentées. Ils ne sont jamais assez bonnes, puis ils sont extraordinaires. C'est ça l'histoire. Alors, encore une fois, il faut faire le petit pas de plus. Michel, vous aviez un commentaire? Moi, je dirais qu'il faut aller sur des conseils d'administration qui ne sont pas payants en début. Oui. Évidemment, quand vous allez sur des grandes entreprises, c'est 100 000, 125 000. Ça paye le fumage puis un bon salaire horaire. Mais aller sur des conseils. Dans le domaine de la santé, nous avons nous avons proposé au ministre Barrette des gens sur les CIS et les CIUS. Tous les 6 les CIUS à l'ouest de Trois-Rivières, c'est l'IGOP qui a proposé au ministre des candidates, des candidats. Puis on en a trouvé 50 %, on en a trouvé, puis tout ça. Alors, le gros point important, c'est qu'une fois que vous êtes sur un conseil, il faut faire la job. Et ça, le gros avantage que les femmes ont, c'est qu'il y a une énorme complaisance des administrateurs masculins. Dans la gouvernance, ça rime avec complaisance. Là, il ne faut pas se cacher. Là. Les membres qui ajoutent de la valeur, qui créent de la valeur sur un conseil d'administration, 5 maximum sur 15, là. Alors donc, il y en a d'autres là, qui sont là. Mais alors, si une femme fait vraiment le travail, qu'elle prépare bien ses dossiers et tout ça, elle va se distinguer parce qu'il y a des hommes qui font aussi le travail. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui le font moins. Et si une femme arrive à une expérience, elle est présidente de comité, présidente de conseil, il ne faut pas avoir peur, je suis d'accord avec vous, sur des postes comme ça de leadership évident. Et ça, je pense, c'est les meilleures façons d'utiliser les études. On en fait des études pas chères, là, pour, si vous voulez étudier, mais la gouvernance, ce n'est pas de la chimie nucléaire. En 3 jours, vous pouvez apprendre ça, là, une couple de 1000 $. Alors donc, mais je pense que l'essentiel, c'est l'expérience, le vécu, avoir décidé de quelque chose. Les CIS et les CIUS, là, sur les 30 CIUS, il y en a 15 qui sont les 5 parmi les 30 plus grosses entreprises au Québec, c'est des CIS et des CIUS. Donc, vous en avez des femmes qui ont une expérience de gérer des ensembles, 1,5 milliard, 10 000 employés, etc. Il y en a, là, des femmes. Il y a un bassin de femmes. Donc, évidemment, il s'agit ensuite d'aller les chercher. Mais la dernière chose, moi, que je voudrais entendre d'une femme, c'est « Vous m'avez nommé parce que je suis une femme. » Non, je l'ai déjà entendu. Ma réponse était simple, je l'ai nommé parce que tu es compétente. Tu es la plus compétente des candidatures que j'ai. J'ai nommé des femmes dans Desjardins, moi. Et puis, elles ont été très performantes, de très grandes compétences. Tout à fait. On a besoin de complémentarité. On a besoin de... Donc, c'est d'aller... On définit un profil. À partir de ce moment-là, si on trouve une femme, tant mieux. On monte. Avez-vous des questions dans la salle? Là? Oui. Je pense qu'on a un micro qui peut se promener. Là, je vous demanderais de vous présenter, puis de poser la question à l'ensemble du panel ou à une personne en particulier. Alors, notre porteur de micro... Oui, allô? Oui, en fait, moi, j'ai une question, puis j'ai une suggestion aussi.
Moi, j'étais en sciences et génie, fait que c'est un milieu d'hommes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, en plus, je me suis partie une compagnie dans le domaine des sciences et technologies. Donc, là, vraiment, Mais dans ma compagnie, petite, elle est très petite, on a la parité, on est 2 associés, un homme et une femme. La discussion que vous avez en ce moment est excellente, puis vous avez devant vous un auditoire conquis, dans le fond, vous êtes devant les femmes. Est-ce que cette discussion-là a lieu dans des endroits où c'est la majorité d'hommes? Je suggère que cette discussion-là soit faite devant des gens qu'on a changé les idées. Ici, je pense que tout le monde était déjà convaincu d'avance. Fait que ça serait bien de voir ce panel-là dans un autre contexte. Puis je propose aussi que ce panel-là soit présenté dans des ordres professionnels, ordre des ingénieurs, le barreau, le CPA, tous les comptables, les ordres professionnels où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Puis donc, souvent, ce sont des dirigeants de grosses entreprises. Je vais vous parler de SNC-Lavalin, je vais vous parler de grosses entreprises qui sont en sciences et génie, mais aussi dans d'autres entreprises, là, des gros cabinets comptables, peu importe, dans d'autres domaines. Ce serait important de faire cette discussion-là dans les ordres professionnels. Parce que les femmes qui sont des professionnels, qui sortent de l'université, eux autres, ils veulent accéder dans leur compagnie, souvent des compagnies privées. Oui, au gouvernement, on a la parité, on a des lois, mais dans les firmes de génie conseil, comme moi j'étais, souvent, c'était beaucoup des hommes, puis là, ils ne sont pas poussés, les femmes. Il y a des congés de maternité, bon, compliqué. Fait que c'est ça. Donc, je suggère d'aller voir les ordres professionnels, que ce soit en sciences ou en sciences humaines. Là. Bon point. Des réactions à ça, Michel? Bien, je pense que j'ai comparu il y a 2 semaines devant la commission parlementaire sur la révision des ordres professionnels du Code des professions et j'ai fait la suggestion. Évidemment, tout le monde s'est dit, il y a un processus électoral. Si les membres des ordres professionnels élisent des hommes, bien, c'est là. Mais je pense, moi, qu'il y aurait certainement les comités de gouvernance des ordres professionnels. Les femmes composent 52 % des membres des 380 000 membres d'ordres professionnels au Québec. Évidemment, il y a les infirmières jouent pour beaucoup, les infirmières adjointes. Mais je pense qu'encore une fois, il faut qu'il y ait une volonté. Là. S'il faut réserver des sièges, ce que je n'aime pas, pour avoir une composition, mais là, encore une fois, si on se dit au barreau, si on se dit au niveau de l'Ordre des ingénieurs, au Collège des médecins, il y aura plus de femmes, à ce moment-là, c'est le comité de gouvernance à faire, ça reflèterait encore plus. Évidemment que je dirais la même chose pour ce qui est de la diversité culturelle. Moi, je suis minoritaire alban, j'ai 4 femmes, il y a 2 blancs dans la maison, mais c'est 4 noirs. En plus. Là. Alors donc, on passe à travers. C'est la totale. On vit très bien, on est très heureux là-dessus. Alors donc, c'est possible. Mais dans ce contexte-là, je pense qu'il faut que, encore une fois, la pression populaire, moi je pense que tant que c'est bien de s'organiser entre nous des colloques comme cet après-midi, bon, on se parle en convertis, comme dit madame, mais à un moment donné, il faut choisir les outils publics. Oui, il faut éclore. Puis, c'est-tu parce que les hommes ne s'intéressent pas à ça? Je pense pas. Alors, il y a quelque chose qui... moi, je siège sur un groupe femmes politique et démocratie, dont la présidente et le membre du conseil sont ici présents. Et je comprends qu'il faut être actif dans notre société. Il faut que des groupes semblables puissent intervenir à travers des approches éducatives, surtout, former les femmes, éduquer les femmes dans leur milieu pour qu'elles prennent conscience qu'elles ont des compétences puis qu'elles doivent développer avoir cette audace de se présenter et de ne pas laisser la place aux hommes. J'ai tellement vu souvent, par exemple, dans les fusions de caisses, on fusionne des conseils d'administration et j'ai vu très souvent des femmes dire « Ah ben non, il veut y aller, je vais le laisser aller, voyons. Il est plus compétent que moi. » J'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc, comment on arrive à contrer ça? C'est faire la formation, à convaincre le monde, les dirigeants, que c'est inacceptable. On avait une question par ici, je crois. Oui, allez-y, madame. Le micro... excusez. Bon. Alors, on fera 1, 2. Esther Lapointe, groupe Femmes Politique et Démocratie. Ma question, en fait, s'adresserait à vous, M. Nadeau. Quand vous avez parlé de 22 ans avant d'atteindre la parité sur les conseils d'administration des grandes entreprises, moi, je fais un parallèle avec ce qui se passe en politique.
parce que nous autres, on étudie la question depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Et puis, ce qu'on remarque, c'est qu'entre autres, en 2014, à l'Assemblée nationale, on a reculé de 5 % Les femmes ont reculé de 5 % de 32 % à 27,5 %. Et ça, en une élection, on a reculé au même niveau qu'on était en 2003. Et au rythme des reculs, j'ai pris des statistiques là, des dernières années, je l'ai fait pour la Chambre des communes et pour l'Assemblée nationale, et ça nous donne à peu près 98 ans pour atteindre la parité. Parce que, en fait, les avancées ne sont pas linéaires. Il y a souvent des reculs. Et quand on recule 2 fois plus vite qu'on avance. C'est pour ça que je pense que puis j'ai entendu aujourd'hui, je suis là depuis de bonne heure ce matin, puis on dit qu'on parle beaucoup de culture, on parle beaucoup des changements qui vont se faire naturellement parce que maintenant, il y a plus de femmes dans les universités et tout. C'est vrai qu'il y a ça. Mais nous, on parle à ces femmes-là, puis quand vient le temps de se présenter pour des postes de direction ou se présenter en politique, des choses comme ça, elles ont toujours justement cette espèce de petite hésitation-là. C'est sûr que dans notre socialisation, comme Pascal Navarro en a parlé sur l'heure du dîner, il y a quelque chose à modifier. Mais allons-nous attendre ça? Allons-nous attendre 100 ans? Écoutez, ça fait 76 ans que les femmes ont obtenu le droit de vote. Il me semble qu'on est rendu un peu plus loin, puis ce qu'on demande, c'est d'aller un peu plus vite, finalement. Moi, la réponse, c'est que je vous dirais, on ne peut pas échapper au militantisme. C'est vrai que je regarde la présence des francophones sur les conseils d'administration des grandes entreprises canadiennes. Nous avons reculé. Avant, il y avait sur les banques, par exemple, il y avait 3-4 francophones. Maintenant, il en reste 1, 2 fois 2. Et ça, on recule. Et c'est vrai que si on ne se bat pas, on recule, on perd du terrain. Ma conjointe est présidente du Musée de la femme, puis elle a fait récemment une intervention sur l'avortement dans le monde, comment la cause de droit à l'avortement recule dans plusieurs pays. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi, je pense que la parité, ça se prend. Il faut aller la chercher. Ben, elle ne viendra pas tout seul. Et c'est par le militantisme, l'activisme. On parle de l'activisme du droit des minoritaires dans les actions. Moi, je pense qu'il faut être actif. Et ça, puis quand on est une minorité, on ne s'arrête jamais, parce que le jour où on s'arrête, on recule. Yvan? Bon, alors, ça grouille, c'est bon. Allez-y. L'éléphant dans la salle, c'est la justice domestique. Domestic justice. C'est ça l'éléphant dans la salle. Alors, les étudiants d'Harvard, ils ont fait une recherche pendant 50 ans, ils sont allés voir tous les anciens diplômés d'Harvard, les hommes et les femmes, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu du succès. Puis, finalement, les hommes ont dit « Mon Dieu, que j'ai eu un conjoint supportant. » Les femmes disent « Il m'a laissé tranquille faire mes affaires. » Tant que vous n'aurez pas la discussion sur la contribution des hommes et des femmes à la maison, bien, il faut avoir un recul super rapide en politique parce que, finalement, la pression des tâches domestiques est tellement plus sur une femme que sur un homme. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir des super femmes qui s'occupent de tout à la maison, puis qu'en plus, ils font de la politique. Et ça, je dis que j'avais trouvé ça fameux parce qu'ils disent que les conjoints qui ont réussi, c'est des conjoints qui avaient la même définition de c'est quoi le succès à la maison, puis c'est quoi le succès au bureau. Puis quand tu es capable d'avoir cette discussion-là avec ton conjoint, puis vous êtes capable d'avoir la même définition, là, je pense que vous pouvez avoir du progrès. Sinon, à chaque année que le bon Dieu amène, il faut avoir un recul terriblement rapide en politique ou en n'importe quoi. Puis ce qu'on appelle la domestic justice, là, ça n'existait pas hier. Là. Le premier livre que j'ai lu là-dessus, il date de 1859. Alors, il faut que vous discutiez avec votre conjoint. Ça fait certainement partie de l'équation. Oui, allez-y. Bien, moi, c'est plus un témoignage. Quand on est venu me chercher pour aller sur un conseil d'administration à la Caisse de Québec, je n'avais pas pensé de me présenter. C'est un homme qui m'a référé, et puis c'est mon agent. J'ai siégé au conseil, puis on avait un directeur qui nous poussait toujours à aller plus loin. On était sur un CA paritaire, mais pas seulement hommes-femmes. Il y avait des jeunes, il y avait des gens qui représentaient leur milieu. On avait même des stagiaires immigrants.
Et quand on se comparait aux autres, on était super performants comparé à d'autres. On avait tout le temps des idées nouvelles. C'était magique d'être paritaire comme ça. Ensuite, c'est mon directeur de caisse qui m'a dit « Aimerais-tu ça être sur le conseil régional? » Alors, il y a des hommes qui sont capables aussi de cibler du potentiel puis de nous pousser à aller plus loin. Ça existe, on n'est pas juste des statistiques, il faudrait qu'il y en ait bien plus. Mais j'ai eu une expérience extraordinaire en faisant ça. Je suis toujours dirigeante à la caisse, mais j'ai laissé ma place sur le conseil régional à cause d'une fusion. Mais en tout cas, moi, j'ai eu... Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas. Écoutez, le temps file. Je vais demander... Ah oui, Mme Navarro. Ah là, j'ai pensé qu'elle friserait. Là. Je suis contente. Non, mais c'est parce que vous êtes des hommes éclairés et éclairants. Donc, Madame Lassonde, je vous compte pas. C'est parce que je veux répondre à M. Nadeau et à M. Charest, qui parle, M. Nadeau, d'une minorité qui doit donc militer, et M. Charest parle de la vie privée. Et ça m'interpelle beaucoup parce qu'il me semble que pour des hommes de leur carrure, ils devraient être capables de voir l'importance de la vision sociale. Vous ne pouvez pas laisser seulement au privé et aux femmes le poids sur leurs épaules de prendre l'initiative pour prendre leur place. J'ai de la misère à croire que j'entends ça encore aujourd'hui. Est-ce que je me suis trompée dans ce que j'ai entendu? Peut-être c'est moi qui ai mal compris. Madame, en Norvège, quand il y a un congé de maternité, le père est obligé de prendre 3 mois. Oui, je sais. La mère est obligée de prendre 3 mois, puis le 3e 3 mois, il négocie entre les deux. Veut pas, la femme se met une pression tellement plus forte que l'homme, que tout se passe bien en famille, que le souper soit prêt. Cette pression-là est épouvantable. Puis là, je le vois, je suis grand-parent de 4 enfants depuis la semaine passée. Puis la femme, c'est elle qui peut initier la conversation. Puis tant qu'elle dit « je vais supporter ça sur mes épaules, puis je vais toffer, ça va faire comme ma femme, à l'âge de 37 ans, on avait 3 enfants, puis elle me dit « une personne dans la famille qui a un horaire de fou, c'est assez. » Puis elle a pris sa retraite. Peut-être que si on avait parlé avant, ça aurait été différent. Je ne mets pas la faute sur elle, absolument pas. Je fais partie des hommes d'Harvard qui disent « ma femme a été un conjoint incroyable qui m'a supporté beaucoup ». Mais je dis que notre société est en train de construire des super femmes, en partie parce que les femmes n'osent pas parler à leur conjoint. Puis là, je vais finir en disant, Mme Hélène Nigosselin, quand elle a fait l'étude des cadres à l'Industrielle Alliance, puis dans 2 autres compagnies, elle a dit la chose suivante. 100% des entrevues avec les femmes, aucune femme a décidé de parler spontanément de leur enjeu d'équilibre travail-famille. Mais se sont toutes intéressées à savoir, est-ce que les autres en ont parlé? Ils gardent ça en dedans. Oui, mais, c'est ça que je... mais quel est le rapport avec la place des femmes en politique ou dans les conseils d'administration? Ils sont en train de s'épuiser, essayer de faire les 2 jobs. Julie Lemieux, elle a déclaré la semaine passée, je me questionne si je vais faire un autre mandat de 4 ans. Avez-vous un homme politique qui a fait une déclaration comme ça dans les 10 dernières années? Mais est-ce qu'elle a du support? Écoutez, c'est parce que moi aussi, ça commence à me faire Madame Lassonde, il y a de l'animation. Enfin, on a un débat. Quand est-ce qu'on demande à un homme comment il se débrouille dans sa conciliation famille-travail? Quand est-ce qu'on pose cette question-là? Demandez aux journalistes, là, il va aller voir une femme qui est dans une position de direction. Toujours, la première question, comment vous faites? Jamais on demande ça aux hommes. Les femmes, là, quand on leur demandera ça, il faudrait qu'ils répondent, allez le demander à l'homme. Quand vous l'aurez demandé à tous les hommes, je vous répondrai. Puis moi, je vais vous dire, il y a des façons de régler les choses. Moi, les traiteurs, là, c'est bon, des traiteurs. Puis j'ai pas de misère à recevoir mon monde, puis des familles, puis n'importe quoi. Il y a des moyens, là. Juste pour terminer, je m'excuse, ça va prendre 2 secondes. Juste pour vous dire, par exemple, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on a pensé à faire une garderie? Bon, ce n'est pas du ressort d'un individu, mais d'un système public qui décide de se donner des mesures pour que les femmes intègrent les lieux publics. C'est parfait. Vous donnez mon argument. D'accord. Vous donnez mon argument parce qu'un homme ne le demandera jamais. Si la femme ne demande pas la garderie et elle essaie d'être la super femme, il ne se passera rien. Non, mais si les hommes le demandaient avec les femmes, ça irait plus vite. Il faut qu'il le demande. Mais si les hommes le demandaient avec les femmes, ça irait plus vite. Ah, bien, la nature humaine, madame, vous savez comment fonctionne la nature humaine. Justement. Ça fonctionne par intérêt personnel bien compris. Puis la réponse de M. Nadeau, peut-être, sur la question de la minorité?
Bien, moi, je dirais que vous avez raison. Je maintiens, moi, qu'il faut être activiste. Quand on veut changer une situation, il faut militer, il faut être très actif pour faire adopter une loi. Il y a 3 Québécois qui sont à la Cour suprême parce qu'un jour, on s'est battu pour ça. Et ça, si un jour, on va avoir des changements de loi, ça ne viendra pas tout seul. Et ça, je crois, moi, qu'on veut changer une situation et il y aura des lois. On va changer des lois, mais la loi, souvent, c'est bien facile. On peut vous nommer des personnes qui n'auront pas de pouvoir ou qui, à ce moment-là, je pense que le militantisme pour une cause doit toujours être vigilant, doit toujours être là. On peut avoir des lois et il faut se battre pour changer la situation, pour protéger les droits, pour améliorer la situation. Mais l'un et l'autre sont complémentaires, des législations, mais le militantisme, pour moi, ça ne s'arrêtera jamais. Alors, c'est la richesse d'avoir une table bien représentée et d'avoir des gens de tous les horizons. Alors, peut-être le mot de la fin à chacun de vous, un conseil à nos dames pour dire comment je peux accéder à des postes en entreprise supérieure ou sur un conseil d'administration ou dans une organisation bénévole. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, moi, mon conseil, j'ai laissé à la sortie là, un 4 pages, puis la 4e page, c'est Barbara Annis, après 25 ans, qui donne 3 conseils aux femmes. Puis le conseil numéro 1, puis c'est clair qu'il est très important parce que les gens ont chuchoté, là, c'est les femmes ont des objectifs personnels, mais quand l'organisation lui demande de faire un compromis, de se tasser, de s'effacer, de laisser passer quelqu'un d'autre, bien, ils sont moins tenaces. Fait que son conseil numéro 1, c'est tenez votre bout puis dire non, pourquoi c'est pas moi qui irais sur la caisse, tu sais, sur le CA de la caisse. Le deuxième, c'est, je l'ai dit d'entrée de jeu, en moyenne, les hommes font plus des demandes audacieuses puis ils font plus connaître leur potentiel. Puis pendant qu'une femme a fait une job parfaite à 85 puis elle veut le monter à 95 en moyenne, un homme, après 85 il va aller voir son boss pour son temps additionnel, puis il va dire « Boss, que j'ai fait une bonne job ». Il peut y avoir des stéréotypes dans ce que je dis, mais c'est Barbara Annis, après 25 ans, une Européenne qui travaille maintenant au Canada et aux États-Unis. Puis le troisième, c'est si vous avez une chose à apprendre dans la vie, apprenez la négociation, que votre contribution soit connue, de négocier votre part de visibilité et de faire un réseautage un peu plus stratégique, pas juste entre femmes. Et malheureusement pour vous, mais la réalité, c'est qu'aux États-Unis, le critère numéro 1 qui détermine la promotion des femmes, c'est le niveau hiérarchique de votre mentor homme. C'est triste, hein? C'est tellement triste, mais c'est ça la réalité. Ça s'appelle du réseautage stratégique. Madame Lassonde, vos conseils? Deux choses. Certainement, un petit peu plus d'agressivité de la part des femmes. Utilisez vos réseaux aussi, puis soyez plus consciente de votre excellence là, au niveau des prix, que demander à des amis de vous soutenir et tout ça. Il faut vraiment que les femmes se tiennent aussi, puis se montrent. L'autre chose aussi, certainement l'information, puis je vais faire une petite annonce. Justement, j'organise l'année prochaine, du 5 au 8 novembre, un congrès international qui s'appelle Gender Summit, et on va mettre ensemble les instances politiques, y compris les premiers ministres du Canada, du Québec, les ministres de la Science, et beaucoup de scientifiques, mais le congrès va porter justement sur l'insertion de la diversité au Canada, des femmes, des minorités, non seulement au niveau des sciences, mais au niveau des finances, puis au niveau de la politique. Alors ça, c'est du 5 au 8 novembre 2017 à Montréal. Alors, super. Voilà. Monsieur Nadeau? 3 petites choses. Le premier, moi, je pense, c'est se former, enlever aux gens qui sont opposés l'argument qu'il n'y a pas de formation. Donc, ça, je pense qu'avoir des connaissances de base en matière de gouvernance, ça me paraît essentiel. Deuxièmement, ce que les deux intervenants précédents, se vendre. C'est pas vrai que les gagnants sortent tout seuls. Il faut peut-être te vendre. Hein? Il y a une étude qu'ils vont mentionner les autorités américaines. Malheureusement, une étude de psychologue montre que les gens qui progressent le plus sur les conseils d'administration aux États-Unis, savez-vous, c'est quoi leur profil? Des têteux. Des têteux. Ça, c'est des gens gnagnants, tout ça. Malheureusement, c'est la réalité.
c'est la réalité. Alors ça, je vous dis, tirez ce que vous voulez de cette conclusion-là, là, mais c'est la réalité. Alors ça, c'est pas les gens qui ont du caractère, qui cassent la baraque, là, des gens qui brassent la cage. Moi, j'étais à l'Association médicale canadienne, et puis après 2 ans, on m'a fait prendre ma retraite parce que je brasserais tout. J'étais le seul non-médecin, le seul francophone au conseil d'administration. Évidemment, ils n'aimaient pas ça. Alors donc, il faut jouer la game. Le dernier point, c'est qu'il ne faut pas l'argument, je ne l'ai pas entendu heureusement aujourd'hui, c'est qu'un conseil avec des femmes va performer mieux que des hommes. Ça, c'est une erreur. Je pense que la compétence n'a pas de sexe. Il y a des fonds indiciels maintenant. Il y en a un, le symbole boursier, c'est SHE, S-H-E. Et là, vous investissez que dans des compagnies gérées par des femmes. Et là, évidemment, si ça ne performe pas bien, ben là, il va y avoir un argument de dire, regardez, comme elles ne sont pas bonnes. Si ça performe mieux, ben ça va être passager. Mais je pense qu'il faut enlever cet argument-là. C'est la richesse de la diversité plutôt que la compétence. Elle est essentielle, mais autant il y a des hommes compétents qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de femmes compétentes. Monsieur Damour. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Compétence se conjugue autant au féminin qu'au masculin. Deuxièmement, il faut que les femmes prennent conscience qu'elles ont besoin d'appartenir à un réseau aussi. Le réseautage est extrêmement important chez les femmes, mais que ce réseau puisse aussi être se conjuguer avec le réseau masculin. Parce que les hommes sont responsables de la situation. Donc, il faut qu'ils en prennent conscience. Et lorsqu'ils sont à la tête d'organisation, il faut qu'ils aient le courage de modifier les choses, de créer des environnements favorables à l'avènement de la parité. Et bien enfin, dire aux femmes, vous êtes compétentes, soyez audacieuses et n'hésitez pas de vouloir des postes de direction, d'être au centre de l'action. Vous êtes capables. Merci beaucoup. Je pense qu'on a entendu beaucoup. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, des gens qui en ont vu des conseils d'administration. Alors, des fois, perception is reality. D'autres fois, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il faut apprendre de ça. Mais moi, je vous invite à faire le pas de plus. Sortez de votre zone de confort, le petit pas de plus. Puis, savez-vous quoi? C'est le fun après. On est content, on est fiers de nous, on a confiance. Alors, écoutez, sur ça, je pense qu'on a eu un atelier super intéressant. Et je remercie mes panélistes. Puis je pense qu'il y en avait encore plein à dire. Mais là, le temps nous manque. Donc, encore une fois, merci infiniment. Donc, merci énormément. Marie-France, une présidente du conseil d'administration, a réussi à gérer un excellent conseil d'administration cet après-midi et j'ai, pour ma part, énormément apprécié. Je retiens le commentaire. Il faudrait reprendre à un moment donné les 4, remplir une salle de 2000 personnes. La moitié, c'est des hommes, un quota. Et rediscuter de ce que vous avez fait aujourd'hui parce que c'est fort intéressant, mais je pense que c'est filmé. Donc, ça pourra nous servir, vos échanges. Fait que merci infiniment. De retour dans environ 15 minutes, ici même pour le panel qui va être Femmes et entrepreneuriat, entre autres des jeunes entrepreneurs femmes qui ont des beaux projets, qui ont avancé tout ça. Merci infiniment et à tout de suite. Merci Yvon. Merci.